Bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Group of Five, petit podcast. Pendant ce temps, dans le Group of Five, on va revenir donc sur cette week 7 dans les conférences du Group of Five, donc en américaine, en Pac-12, Mountain West, MAC, Sunbelt et conférence USA. Group of Five, on parle de Group of Five, vous pouvez peut-être parler de Group of Six, même si la Pac-12 n'est pas encore une vraie conférence. On verra d'ailleurs quand la Pac-12 reviendra l'année prochaine, si la conférence sera considérée dans le Power ou dans le groupe. Je pense qu'elle sera plus dans le groupe, mais bon. En attendant, la saison continue et les gros matchs de conférence commencent à arriver, notamment en American. On avait un match très attendu qui s'est joué dans la nuit de vendredi à samedi entre North Texas qui était invaincu et South Florida qui était classé 24e à ce moment-là, avec une seule défaite, c'était sur le terrain de Miami. Un match très attendu donc entre deux équipes qui avaient fait un très gros début de saison et qui étaient invaincues. Bon, elles avaient joué qu'un seul match en American jusque-là, mais qui avaient bien commencé leur saison tout simplement. Match à Denton dans un stade rempli, ça a fait plaisir parce que ça n'a pas toujours été le cas du côté du Mean Green. Bref, on attendait vraiment ce match avec impatience et le début de match a été vraiment brouillon, honnêtement. Il y a eu un up-tempo de South Florida qui leur a joué des tours avec deux fumbles, notamment sur des handoffs. South Florida qui a joué beaucoup de no-huddle, qui a essayé de jouer vite, sauf que ça a joué un peu trop vite et vraiment les deux fumbles, je pense, ont aussi été causés par cette envie de vitesse qui les a un peu perdus. North Texas qui ouvre la marque avec un très beau drive de Maker, mais les erreurs ont aussi commencé à arriver du côté du Mean Green avec une interception dans le premier quart-temps. Et ce premier quart-temps qui s'est terminé sur un nouveau turnover des Bulls, une interception. Bref, on avait donc fini le premier quart-temps 14-7 pour North Texas avec une interception pour eux, deux fumbles et une interception pour South Florida. On était vraiment parti sur des bases très élevées en termes d'erreurs offensives, avec des défenses qui ont encaissé en yards, mais qui ont réussi à provoquer des turnovers. Il y a eu donc ce deuxième quart-temps et North Texas qui a vraiment manqué le break, puisque North Texas se fait, si je ne dis pas de bêtises, North Texas se fait intercepter en fin de deuxième quart-temps. euh, sur une tentative de longue passe de Maker. En fait, Maker, souvent, quand il a essayé de lancer downfield, quand il a essayé de lancer loin, ça n'a pas toujours été précis et c'est ce qui a donné des interceptions. Il a été meilleur dans le jeu court ou dans le jeu middle range. Et cette interception a rendu la balle à South Florida, qui s'est fait stopper en quatrième and out, qui a punté, et là, patatras, on a eu un fumble sur le punt, et donc ça a permis à South Florida de récupérer la balle dans la red zone de North Texas et de revenir à 21 partout à la mi-temps. Les deux équipes étaient vraiment dans un rythme assez infernal, ce qui a causé énormément d'erreurs de chaque côté, puisque voilà, on termine la première mi-temps avec trois turnovers partout au final et un score de parité. Et puis en deuxième mi-temps, le troisième quart-temps a été complètement à l'avantage de South Florida qui marque en 4 plays sur son premier drive, qui intercepte derrière North Texas, qui remarque un touchdown pour mener 35-21. Ensuite, on a eu un scoop and score avec du taunt de la part du défenseur de South Florida, mais qui permet à South Florida de passer à 42-21. Donc voilà comment en 4 drives, on passe de 21-21 à 42-21, donc on double le score. North Texas va réagir avec un touchdown en 4 jeux là aussi, avec une passe de 54 yards de Maker pour Coleman. Mais après, derrière, South Florida répond 49-28 et finalement, les Bulls vont tranquillement gérer cette avance jusqu'à l'amener à une victoire 63-36. Voilà, le souci ça a été ça, c'est vraiment ce troisième quart-temps qui a été infernal pour North Texas, interception, scoop and score, touchdown, touchdown, touchdown. Défense très agressive de South Florida qui a vraiment fini par payer. Et en attaque, Byron Brown, quand il décide de partir en option avec la balle, semble complètement inarrêtable et je vois pas vraiment qui peut le stopper dans le groupe of 5 parce que voilà, c'est un QB très très grand, très lourd, rapide.
c'est un bulldozer qui est vraiment dur à stopper. À voir si il y a des joueurs, des linebackers notamment, qui peuvent s'y opposer dans le group of 5, mais bah, dans ce cas, ça n'a pas réussi. Au final, 5 turnovers à 3 pour les Floridiens, un jeu au sol à plus de 300 yards et une victoire écrasante à l'arrivée, 63-36. South Florida, une vraie statement win à l'extérieur dans une équipe qui était invaincue jusqu'à présent et qui avait une très bonne feuille. C'est pas un mauvais match en soi de Maker, mais les interceptions parce qu'il a voulu trop lancer downfield, peut-être, ont coûté. Voilà en tout cas pour cette équipe de South Florida qui est en 5-1, 2-0 en américaine et qui vient de battre un adversaire direct pour la finale de conférence. Autre match intéressant, et c'est Temple qui a failli réaliser un deuxième exploit. L'année dernière, ils avaient battu UTSA et là, ils recevaient Navy. Ils ont vraiment failli battre les Midshipmen qui étaient invaincus à ce moment-là. Ils menaient Il menait 31-24 quand Navy a récupéré la balle en fait. Donc Temple marque un touchdown à 1 minute 16 de la fin du match. Mène 31-24 à ce moment-là. Et puis derrière, Navy a un drive. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et bah, surtout, en fait, il y a une pénalité pour un. Alors déjà, il y a une pénalité, il y a une DPA qui est sifflée qui permet à Navy d'avancer sur leur 40. Puis après, il y a deux passes incomplètes. Du coup, on tente une passe pour Tesca pour 9 yards qui permet de tenter alors une quatrième et 1 sur les 49 de Navy. Et là, Blake Horvath qui part avec la balle non, c'est pas une triple option. Et finalement, Horvath décide de garder la balle. Et le quarterback de Navy qui parcourt les 51 yards pour trouver la end zone sur cette quatrième et 1 alors qu'il restait plus que 39 secondes à jouer. Ça a été un gros coup sur la tête de Temple et encore plus parce que Navy a décidé de jouer la gagne. Plutôt que de prendre le PAT et d'aller en overtime, Navy a décidé de jouer la gagne sur une conversion à 2 points. Et là, c'est Horvath qui roule sur la droite, qui trouve Tesca dans la end zone. Et donc Navy qui repart avec la victoire dans un match où ils auront couru après Temple tout le long. Et bah, en fait, ils mènent le seul moment où ils mènent dans le match. Ils ouvrent le score. Et puis après, derrière, ils vont être derrière tout le long. À partir du field goal de Temple au début du deuxième quart-temps, bah, ils vont être derrière tout le long. Ils vont courir après le score, égaliser, revenir, se refaire prendre, se reprendre un touchdown, etc. etc., etc. Sur le dernier drive, Temple a réussi à aller jusqu'au 48 de Navy, mais malheureusement pas d'assez gros play. Et puis en plus, il ne leur restait plus assez de temps mort à ce moment-là. Il leur restait plus du tout de temps mort même. Euh, Parce qu'en fait, ils en crament un sur la conversion à 2 points parce que bah, ils voient que les mecs partent pour les 2 points, du coup ils changent la formation. Enfin voilà, Temple qui rate une belle occasion de passer en 4-2, Navy qui continue à être invaincu, 6-0, 4-0, c'est comme l'année dernière, Navy qui est en place, vraiment en place, et à voir si cette équipe peut durer au moins jusqu'au match contre Notre-Dame qui aura lieu le 9 novembre. Les autres matchs de l'américaine, on va revenir rapidement. Tulane qui a battu East Carolina dans un match assez difficile. Tulane qui a eu beaucoup de mal à marquer un touchdown jusqu'au dernier quart-temps. Ils avaient marqué 4 field goals sur les deux premiers quart-temps. East Carolina a fait un deuxième quart-temps incroyable en infligeant un 16-0 à la Green Wave. Mais finalement, les Pirates ont coulé face à la vague. Victoire 26-19 pour Tulane. Retzlaff réalise un match à plus de 300 yards, mais a eu du mal en red zone. Army qui revient à 50% avec une victoire face à Charlotte de 24-7. Florida Atlantic qui bat UAB 53-33. La défaite de trop du côté des Blazers pour Trent Dilfer, le coach de UAB qui était présent depuis combien de temps il était présent, Trent Dilfer? Je vais vérifier ça dès maintenant. Trent Dilfer qui ancien quarterback de NFL d'ailleurs qui a été champion d'ailleurs. Je crois qu'il a été champion d'ailleurs, Trent Dilfer, euh, avec Baltimore. Ouais, avec Baltimore en 2000 et il coachait du côté
UAB depuis 2023. Et malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné pour lui avec un record de 9 victoires et 21 défaites. C'en est trop pour UAB qui a donc décidé de virer l'ancienne gloire des Ravens. Et enfin, UTSA qui s'est bien remis de sa défaite dans le duel texan face à Rice, victoire 61 à 13. On passe maintenant à la Pac-12 rapidement sur Oregon State. Premièrement, Oregon State qui n'ira pas en bowl après sa défaite face à Wake Forest. 0-7 pour les Beavers. Lourde défaite à domicile contre Wake Forest 39 à 14. Et puis bah, c'était la grosse surprise du côté de Washington State. Washington State qui s'est déplacé à Oxford face à Ole Miss et les Cougars ont tenu le duel jusqu'au bout face à Ole Miss. Ils ont vraiment fait douter les Rebels dans un stade qui sonnait creux, hein. Les fans des Rebels ne se sont pas vraiment déplacés pour ce match-là et peut-être que l'équipe aurait eu bien besoin du soutien de leurs fans parce qu'ils se sont englués dans un match difficile. Les Cougars avaient pris les devants et ont profité des erreurs des locaux pour prendre l'avantage dès le premier drive de la deuxième mi-temps. Mais les Rebels ont ensuite rectifié le tir, bonne défense, 10 points d'avance, une avance qui a suffi malgré le retour de Wazoo en fin de match qui a eu le dernier drive pour au moins égaliser et emmener les équipes en overtime. Malheureusement, ça a été insuffisant, hein. Washington State qui avait ouvert le score sur le drive qui a suivi un field goal raté du côté d'Ole Miss. Ole Miss en deuxième mi-temps, il y a un fumble, puis finalement touchdown et field goal pour mener 10 à 7. Washington State qui repasse devant au début du troisième quart-temps et puis après derrière Ole Miss a fait le travail pour avoir suffisamment d'avance. Ça n'a pas été une très belle performance de la part des Rebels, un match sans. Ils ont quand même réussi à gagner. Bon match quand même de la part de Zevi Ecos, le quarterback de Washington State qui termine avec 218 yards, 24 sur 31, 2 touchdowns, 0 interception. Washington State qui rate un... Ouais, Washington State qui rate clairement un gros coup, mais bon. Euh, mais qui est plus que jamais la meilleure équipe de Pac-12. On rappelle, il y aura un match aller-retour face à Oregon State. Match aller-retour. Ce sera en novembre pour désigner le vainqueur de la Pac-12. On passe maintenant à la Mountain West. UNLV qui s'en sort de justesse face à Air Force. C'était une orgie offensive entre les deux équipes avec un score final de 51-48 pour les Rebels. Le dernier quart-temps a vu un TD à chaque drive ou presque. Euh, Ça a vraiment été un dernier quart-temps de fou. Ça a été un match de fou, hein, globalement. UNLV qui a eu du mal à développer son jeu dans la première mi-temps, qui est mené 21 à 13 par Air Force, qui a marqué qu'un seul touchdown et deux field goals, là où Air Force marque 3 touchdowns. En deuxième mi-temps, Air Force qui commence malheureusement avec un fumble dès le premier drive qui permet ensuite derrière à UNLV de marquer en un seul jeu parce que le fumble a eu lieu sur les 16, enfin c'est terminé sur les 16 d'Air Force. Ça a permis à UNLV de revenir à un petit point d'Air Force, puis de repasser devant avec un big play de 86 yards. Une passe de Colandrea pour Dajon Reynolds de 86 yards. Donc vraiment en moins de 2 minutes, UNLV qui passe d'être mené 21-13 à mener 26-21. Mais ensuite, Air Force s'est pas laissé faire. Air Force a remarqué un touchdown, field goal de UNLV. On a donc 29-28 à la fin du troisième quart-temps. Et là, ça a été une orgie dans le quatrième quart. Touchdown en 6 minutes, 12 plays d'Air Force. UNLV qui répond derrière avec un touchdown en 2 minutes 54. Puis après 11 plays, 5 minutes pour un nouveau touchdown d'Air Force. Puis UNLV en 3 plays et en 1 minute qui marque à nouveau. C'est à toi, à moi. En gros, des gros drives, des longs drives, beaucoup de plays du côté d'Air Force. Des drives plus courts, plus explosifs du côté de UNLV. Et puis sur le tout dernier drive des Rebels, ça a été difficile. Il y avait 48-44 pour Air Force. Et Anthony Colandrea qui trouve la course en 3ème et 1 sur le 19 de Air Force. Une course de 19 yards pour terminer dans le but. Colandrea. Ice in the vein, clairement sur la fin de match, qui permet à UNLV de repasser devant au score. Air Force va avoir un drive de 37 secondes pour essayer de l'emporter, va réussir à aller jusqu'au 23 de UNLV, mais Jacob Medina va rater le field goal de 40 yards. Le tournant du match a sûrement clairement été le fumble de Cade Harris sur le premier drive de la mi-temps, parce que ce fumble suivi d'un touchdown de UNLV
puis un mauvais drive et de nouveau un big play de UNLV. Ça a largement remis des Rebels qui étaient en difficulté dans ce match-là. Air Force n'a pas lâché. Air Force est une bonne équipe et ils sont en 1-5 malheureusement, mais honnêtement, ils se battent. Ils ont perdu pas grand-chose face à Navy la semaine dernière. Euh, Liam Zarska est assez efficace à la passe, honnêtement. Le jeu de course, bien sûr, est toujours là avec 428 yards au sol et 6 touchdowns. Mais en face, on a un Colandrea assez solide aussi, et au sol et dans les airs, avec un Jaden Thomas qui l'accompagne bien. Donc voilà, UNLV et aussi un des Daejon Reynolds à la réception avec 139 yards et 1 TD du côté de UNLV. UNLV toujours invaincu 6-0. Air Force a 2 défaites de ne pas voir les balls pour la deuxième saison consécutive. Ensuite, c'était un petit résultat surprenant. Colorado State qui surprend Fresno State, victoire 49-21. 4 turnovers à 0 et un Jackson Brosso efficace sans être flamboyant pour les Rams. Gros coup d'arrêt pour les Bulldogs. Et puis Boise State qui s'est remis du voyage à South Bend en battant New Mexico. Madsen notamment a vraiment fait oublier son mauvais match face à Notre-Dame puisqu'il a lancé 2 touchdowns et 226 yards sans aucun turnover, et Dylan Riley continue de s'imposer comme le running back 1 des Broncos avec plus de 100 yards à la course. Les autres résultats en Mountain West: Wyoming qui bat San Jose State 35-28, San Diego State 5-1 après la victoire face à Nevada 44-10, et Hawaii en 5-2 après la victoire 44-26 face à Utah State. Micah Alerado, le petit prince qui a lancé 54 fois dans le match, 413 yards et 3 touchdowns. Hawaii 5-2 qui n'est plus qu'à une victoire d'aller en bowl, ça fait plaisir. On passe à la MAC et ils l'ont fait les amis. Franchement, ils l'ont fait. C'est la fin d'une longue disette. 3 ans après leur dernière victoire contre une FBS, c'était le 30 novembre 2022 face à Buffalo. Si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier tout de suite, mais c'était le 26 novembre 2022 face à Buffalo, une victoire 30-27 en overtime. Kent State n'avait plus battu une équipe de FBS depuis cette victoire fin novembre 2022, et Kent State a mis fin à la disette, et avec la manière face à UMass. Tous les joueurs des Golden Flash ont réalisé le meilleur match de leur saison, voire de leur carrière. Ça a commencé très fort avec un touchdown de Darialist Clark, le héros de la victoire contre Merrimack fin août, qui a marqué dès le kick-off return. C'est le deuxième kick-off return de Darialist Clark, qui est un peu la légende de la saison côté Kent State, en tout cas sur les returns. C'est son, si je ne dis pas de bêtises, c'est son deuxième touchdown déjà du côté de Kent State, après avoir donné le return de la victoire face à Merrimack en début de saison, qui avait mis fin à une série de presque un an et des poussières, quasi presque 2 ans sans victoire. Et ben voilà, Kent State a été excellent, Kent State a été très bon. De Shield, le quarterback, a lancé 4 touchdowns, la défense a réalisé 4 sacs, 13 tackles for loss, 2 interceptions. Tout est allé pour le mieux, et Kent State, incroyable, avec 2 victoires et 4 défaites, double son nombre de victoires par rapport aux dernières saisons, puisque en 2023 et en 2024, c'est un total faramineux de 1 victoire qui avait été réalisée par Golden Flash. Maintenant, il faut aussi peut-être relativiser, puisque en face c'était UMass, et UMass, bah, c'est un peu la même chose hein, pour que Kent State. UMass n'a toujours pas gagné cette saison. La dernière victoire de UMass face à une FBS remonte au 28 octobre 2023, donc ça fait presque 2 ans. C'était face à Army 21-14. L'année dernière, UMass avait remporté 2 matchs, mais c'était contre de la FCS. Voilà, UMass, bah voilà, on avait les 2 plus mauvaises équipes de l'année, et bah, la victoire 42-6 de Kent State prouve que les Golden Flashes ne sont pas la pire équipe des deux. Pour UMass, bah, c'est compliqué, le programme part vraiment à volo, même si l'arrivée en conférence pourrait peut-être stabiliser à l'avenir leur position, mais pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Et, euh, et malheureusement, eh bien, UMass qui n'a toujours pas de victoire, et Kent State qui peut souffler. Ils ont leur victoire contre une FBS, et pourquoi pas viser un peu plus haut en MAC. Allez, on peut peut-être rêver une victoire face à un Ball State ou un Eastern Michigan ou un Northern Illinois. Pourquoi pas, en tout cas, affaire à suivre. Et puis ce Darialist Clark,
Peut-être un très bon kick returner que certaines équipes un peu plus huppées pourraient viser pour la suite, pour la saison prochaine. Il y avait une rivalité cette semaine et un assez gros match, la rivalité de l'I-75, la route qui sépare Bowling Green et Toledo dans l'Ohio. Bowling Green était mené 21-0 et l'a finalement emporté 28-21. Toledo a vraiment montré deux visages, conquérant, efficace en première mi-temps, puis désastreux en seconde. Match avec énormément de three and out, beaucoup de drives. En fait, soit les drives allaient en touchdown, soit les drives étaient des three and out. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Il y a eu deux big plays du côté de Bowling Green avec un trick play TD de 61 yards de Cameron Pittaway sur une passe du receveur RG Garcia et un fumble recouvert à 1 yard de la end zone de Toledo ensuite, ce qui a permis à Bowling Green de l'emporter derrière Toledo qui n'a pu marquer en fait qu'un safety en deuxième mi-temps et un Tucker Gleason qui n'a plus réussi à trouver son jeu malgré un bon match au sol de Chip Trayanum. Mais attention, les statistiques de Toledo sont pas mal, mais la plupart ont été scorés en première mi-temps. Et même si Bowling Green n'a quasiment pas produit, ils ont produit suffisamment assez pour l'emporter. Après, ils ont aussi un drive qui a littéralement fait 1 yard parce que c'est un fumble recouvert. Mais voilà, Bowling Green qui l'emporte 28-23 face à Toledo. Et il n'y a plus vraiment de. Il y a pas. En fait, là en MAC, coup d'arrêt pour beaucoup d'équipes. Ohio qui perd la semaine dernière face à Ball State. Là, c'est Toledo qui perd face à Bowling Green. Les équipes favorites de MAC qui se prennent déjà les pieds dans le tapis. Et du coup, le seul autre favori de la MAC qui a très mal démarré sa saison sur les matchs hors conférence, mais qui depuis ça va mieux en MAC, c'est Miami, Ohio. Et oui, Miami, Ohio. 3-3 de bilan global, mais 2-0 en MAC, Miami Ohio, qui a battu Akron 20-7. Akron, c'est putride comme programme, on va pas non plus faire semblant. Mais voilà, Miami Ohio, le retour en MAC fait du bien pour les Red Hawks qui l'emportent 20-7. Autre match, Eastern Michigan qui l'emporte 16-10 face à Northern Illinois. Et puis Western Michigan qui est en 3-0 là aussi, démarre très bien comme l'année dernière dans les matchs de MAC. Victoire 42-0 face à Ball State qui n'a pas confirmé après sa belle victoire face à Ohio la semaine dernière. On passe maintenant à la Sun Belt avec un résultat surprise. Old Dominion commençait petit à petit à rentrer dans les discussions pour les playoffs. Rappelez-vous la semaine dernière, je les mettais derrière les équipes de Mountain West et d'American. Je me demande même si je les mettais pas devant Boise State notamment. Old Dominion qui avait fait depuis sa défaite inaugurale face à Indiana, qui est pas une honte quand on voit le niveau d'Indiana maintenant, qui a été très bon, qui avait vu une très grosse attaque. Et bien là, Marshall a mis fin à cette série. Performance XXL de la défense de Marshall, 5 turnovers à 0, 3 turnovers en down, donc on peut presque dire 8 turnovers en fait. Gros contrôle de la cloque et un Carlos Del Rio Wilson en état de grâce. Marshall a été bien meilleur qu'Old Dominion qui a complètement déjoué sur le terrain du Thundering Herd. Ça a été très compliqué pour Colton Joseph notamment et pour le running game aussi, avec 3 fumbles malgré une bonne production. Mais ils n'ont pas tenu face à la bonne équipe de Marshall qui fait 223 yards à la course, 222 à la réception. Et donc comme je disais, 5 turnovers, donc 3 fumbles, 2 interceptions et puis 3 stops en quatrième down. Marshall a été très bon. Les Monarchs ont le même nombre de yards ou de conversions en troisième down, mais clairement, voilà, la différence s'est faite sur les turnovers et les turnovers en downs. Coup d'arrêt pour Old Dominion qui commençait à rentrer dans la discussion. On commençait à voir Old Dominion dans les pourcentages de qualif en playoff avec quelque chose comme 20%. Et bien là, cette défaite les fait lourdement chuter dans le chemin vers les playoffs. James Madison, eux, qui sont l'autre grosse équipe de Sunbelt, s'en est sorti grâce à une grosse deuxième mi-temps face à Louisiana. Malgré 2 fumbles en première mi-temps, le big play d'entrée après le retour des vestiaires a redonné du jus à l'attaque des Dukes, qui remporte une 5e victoire et s'avance maintenant comme les favoris en Sunbelt. Bon match de la part de Barnett qui est pas loin des 300 yards et 3 touchdowns pour lui. Les autres résultats, Southern Miss qui a battu Georgia Southern 38-35 malgré une tentative de comeback de Georgia Southern en fin de match. Et
App State qui a démoli Georgia State 41-20 avec 4 touchdowns du quarterback Cole. Coastal Carolina qui a battu UL Monroe 23-8 et Troy qui bat Texas State 48-41. Ça ne va plus du côté des Bobcats avec une défense qui, bah, ouais, avec une défense ouais, qui encaisse quand même beaucoup de points cette saison. On en attendait plus de la part des Bobcats. Tucker Kilcrease, le quarterback de Troy, a lancé 5 touchdowns et 415 yards au total pour Troy qui est en 4-2, mine de rien, en Sunbelt. Allez, on va terminer avec la conférence USA. Il n'y a pas grand chose à dire dans cette conférence. Il y avait 4 matchs de milieu de semaine. Missouri State qui a battu Middle Tennessee 22-20 et qui remporte sa première victoire dans une conférence FBS. Liberty qui l'emporte 19-8 face à UTEP. Malachi Nelson a été bench pendant le match. Kennesaw State qui l'emporte 35-7 face à Louisiana Tech, c'est ça le résultat le plus important. Kennesaw State qui a battu Louisiana Tech qui était bien parti en conférence USA, mais coup d'arrêt, victoire 35-7, très bon match de Williams de seconde, le QB de Kennesaw State avec 4 touchdowns. Globalement, Kansas State a fait un match complet avec également au niveau des turnovers, hop que je regarde ça rapidement, 2 turnovers à 0, hein, donc 2 interceptions pour Louisiana Tech. Voilà, Kennesaw State 4-2, 2-0 après la saison l'année dernière un peu compliquée. Ils démarrent très bien cette saison pour leur deuxième saison à FBS. Et puis Jacksonville State qui l'emporte 29-27 face à Sam Houston qui est en 0-6 de leur côté. Voilà pour tous les résultats de la semaine en Group of 5. Et on va maintenant parler un petit peu des équipes pour aller en playoff. Est-ce qu'il y a eu du changement dans la hiérarchie? Un petit peu. Avec sa victoire face à North Texas, je pense que South Florida a vraiment appuyé sa position de favori dans mon ranking et a envoyé un signal fort. Ils sont capables de gagner largement à l'extérieur et de punir leurs adversaires. Derrière, on retrouve toujours Memphis et Tulane, qui sont pour moi en 2 et 3. Navy est toujours invaincu, mais montre des signes de fébrilité. C'est pour ça que je vais les mettre. Je les mets pas quatrième. Je les mets derrière UNLV, qui est toujours invaincu, mais UNLV aussi montre des signes de fébrilité. Mais je sais pas, j'ai un peu plus de certitude avec les Rebels qu'avec Navy. Et la suite de calendrier me fait dire que UNLV a peut-être un peu plus de chances d'arriver sans défaite. Entre UNLV et Navy. Ouais, non, je mettrai Navy derrière UNLV. Et ensuite Boise State qui arrive. Et puis North Texas qui pour moi a perdu gros, reste dans la course, mais ils ont quand même perdu gros. Il va pas falloir réitérer ce genre de performance. Old Dominion se retrouve éjecté de la discussion. Enfin, en tout cas, ils sont en fin de top 10 au profit de James Madison qui reste quand même un cran en dessous de North Texas et encore plus du reste. Voilà, donc je dirais globalement South Florida en 1, Memphis Tulane en 2 et 3, UNLV en 4, Navy en 5, Boise State en 6, North Texas en 7. Ensuite, James Madison en 8, je mettrai Old Dominion en 9 et puis en 10, je mettrai Western Kentucky qui est la dernière équipe qui peut éventuellement discuter en conférence USA. En revanche, la MAC n'a plus vraiment de candidat crédible. Miami Ohio a trop perdu en début de saison, même s'il remonte fort et qui semble être la meilleure équipe de la MAC. On attend de voir. Et puis Toledo et Ohio, les deux défaites font quand même mal, donc je les mets en border top 10. Mais pour moi, il y a un vrai écart entre North Texas et James Madison. Et il y a vraiment ce top 3 là, South Florida, Memphis, Tulane qui semble quand même très solide. Voilà pour les matchs à suivre. Alors je pense que le podcast va sortir mercredi, je le tourne mardi. Western Kentucky qui accueillera mercredi à 2h du mat Florida International. Voilà. Intéressant de voir ce que Western Kentucky peut faire. Samedi à 21h30, UNLV se déplace à Boise State. C'est le match à ne pas louper dans le groupe of 5. Les deux meilleures équipes de Mountain West qui s'affrontent. Malheur aux perdants, si je puis dire.
En tout cas, le match va être très sympa à suivre. L'année dernière, ça avait été un super match. Enfin, les deux matchs ont été vraiment cool l'année dernière entre les deux équipes. Les deux équipes sont invaincues en Mountain West. Boise State a déjà deux défaites. En gros, Boise State, si ça perd, c'est fini. On n'en parle plus pour les playoffs. Donc UNLV a vraiment l'occasion d'être la seule équipe qui peut jouer les playoffs en Mountain West, même s'il faudra quand même surveiller San Diego State aussi, qui, j'ai pas cité, mais est dans la discussion. Et puis, on aura là aussi un autre très gros match à 21h30 également entre Old Dominion et James Madison. Après la défaite, Old Dominion n'a plus vraiment le droit à l'erreur face à James Madison. En plus, la Sun Belt fonctionne en division et les deux équipes sont dans la même division, donc c'est un match doublement, triplement important. Important pour avoir encore une chance d'aller en playoff, important pour remporter la division et du coup important pour aller en finale de conférence. Hein, voilà, je vais un peu mélanger, mais bref, 21h30, deux matchs super importants du coup en Mountain West et en Sun Belt avec donc UNLV qui se déplace à Boise State et Old Dominion qui se déplace à James Madison. Ça va être vraiment cool. Ces deux matchs vont être vraiment cool et honnêtement, je vous les conseille. Dimanche à minuit 30, on aura Washington State qui se déplace à Virginia, le 18e du pays. Upset alert dans ce match-là. Honnêtement, je pense que Washington State peut le réaliser. Et puis à 1h30 du matin dimanche, Florida Atlantic qui se déplace chez la 10e équipe du pays, South Florida. Petit derby floridien. Florida Atlantic, attention, peut-être le potentiel de créer de l'upset. C'est peut-être ce genre de match qu'on ne s'attend pas forcément. Et puis finalement, la surprise peut arriver. Donc à surveiller. Voilà, voilà pour cet épisode. Ça y est, il y a des matchs clés qui arrivent en Group of 5. On a eu North Texas, South Florida. On va avoir UNLV, Boise State et Old Dominion, James Madison qui arrivent. On est vraiment rentré Week 8. On rentre dans la deuxième moitié de la saison. Hâte de vous raconter la suite les prochaines semaines. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à follow Triplé Podcast sur Twitch et sur Twitter. On se retrouve tous les samedis à 17h pour le 1-2-6, même si je pense que je pourrais plus trop être là pour des raisons professionnelles, parce que je vais travailler le samedi. Mais en tout cas, vous aurez Baptiste, Kevin, peut-être Geoffrey, peut-être Robin, peut-être Elio. Ryan et Guillaume, c'est plus compliqué, je crois, pour les 1-2-6. Mais en tout cas, voilà, voilà. J'espère être accompagné peut-être dans un prochain épisode du groupe of 5. Ce serait pas mal. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous parler de ces belles conférences. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.